Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bonjour Anne. Bonjour Marion. Aujourd'hui, on va faire une chronique qu'on aurait très franchement pu faire en plein cœur de l'été. Mais la faire à l'automne, ça a du sens quand même parce que je pense qu'on en a besoin. L'hiver approche, l'été est déjà loin, mais on va quand même parler cocktail. Quelle introduction. Alors, le cocktail, c'est à nouveau pour répondre à la liste de tes desiderata, et c'est un pur plaisir que de te faire plaisir. Bah, déjà, qu'est-ce qu'un cocktail ? Alors, un cocktail, justement, c'est un mélange d'au moins 2 boissons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un cocktail 100% pur jus de tomate. Voilà, il faut au moins qu'il y ait du jus de tomate et du jus d'ananas. Oh tiens, une invention. Bon. Alors, je suis allée voir l'origine du mot cocktail. Et là, il y a de nombreuses théories. Il y a sur un site qui s'appelle Cocktail Mag, beaucoup de ces théories qui sont relayées. J'en ai sélectionné 3 qui m'ont paru particulièrement intéressantes. Cocktail, ça pourrait venir du mot coquetier. Tu sais, le truc dans lequel on met l'œuf à la coque. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'un apothicaire français qui s'appelait Antoine Amédée Péchaud et qui officiait à la Nouvelle-Orléans aurait mesuré ses doses d'alcool médicinaux dans des coquetiers. Deuxième hypothèse, ça pourrait être en lien avec le nom d'une plante mexicaine. Il y a un médecin américain en voyage au Mexique qui aurait goûté une boisson locale mélangée avec une plante qui s'appelle la cola de gallo, c'est-à-dire la queue de coq, et il aurait rapporté cette boisson aux USA où le terme cocktail aurait été anglicisé, parce que coq c'est le coq, hein, voilà, et tail c'est je sais plus quoi, c'est la queue. J'ai eu un trou. Pardon. Heureusement que nous faisons la chronique à 2. Troisième hypothèse, ça pourrait être en lien avec l'histoire militaire. Les soldats britanniques et américains, pendant la guerre d'indépendance américaine, buvaient une boisson mélangée pour célébrer la victoire. Et cette boisson aurait été servie dans une tasse ornée de plumes de coq. Voilà. Et on revient au cocktail. N'est-ce pas ? Formidable. J'aime beaucoup quand tu fais des recherches. Surtout dans Cocktail Mag. Je m'en réjouis. Alors, il y a un autre mot rigolo qui est la mixologie. Mixologie, littéralement, c'est l'art du mélange. Et la mixologie, aujourd'hui, c'est de plus en plus prisé. C'est littéralement l'art d'une gastronomie à boire. C'est-à-dire qu'on va avoir des cocktails aussi savoureux, sophistiqués dans leur association, en termes de créativité aussi fantastiques que les assiettes qu'on va pouvoir trouver dans des restaurants gastronomiques. Ça, c'est intéressant. N'est-ce pas ? Alors, pour l'histoire des cocktails, on va retrouver les premières traces de boissons mélangées dans l'Antiquité, donc ça date pas d'hier. Le terme cocktail, lui, il est apparu au XVIIIe siècle, où les spiritueux étaient souvent mélangés avec du sucre, des épices et des bitters, c'est-à-dire des amers de cocktail, pour le plaisir gustatif. Donc le terme s'est démocratisé à cette époque. En 1862, Jerry Thomas, souvent considéré comme le père des cocktails, a publié The Bartender's Guide, qui pose les bases de la mixologie moderne. Autre terme rigolo, c'est le terme mocktail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On a à nouveau la queue, hein mais là, c'est plutôt en référence à cocktail, avec le mot mock, qui veut dire imiter en anglais. Et là, il s'agit de boissons sans alcool, l'alcool est remplacé par des jus de fruits, des tisanes de plantes ou autres choses merveilleuses selon la créativité du bartender. C'est ce qu'on appelle un virgin quand on va dans les bars. Exactement, nous en reparlerons. Très bien. Alors, j'ose pas le demander, mais est-ce que quand même en buvant des cocktails, on peut se dire « Non, mais là, je fais du bien à mon corps, il a des super pouvoirs ». Alors, ça va dépendre du cocktail et ça va dépendre de ton corps et ça va dépendre évidemment de la dose. Nous le rappelons, l'alcool, ça se consomme avec une épicurienne modération parce que c'est une substance très 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 puissante qui est absolument pas anodine, que ce soit en termes sur le plan de l'activité du foie, etc. Donc, on consomme en fonction de sa tolérance et avec raisonnabilité si possible. Alors, selon les ingrédients, les origines de la consommation de cocktails, c'était pour justement leurs propriétés médicinales. On le reverra quand on va parler du mojito et du gin tonic. Je savais que je me faisais du bien. Alors, il y a tout cet aspect aussi symbolique, c'est-à-dire que quand on boit un cocktail, ça fait cocktail égale fête dans nos représentations. Donc, il y a cet aspect symbolique qui est hyper nourrissant. Et voilà, moi, à la maison, souvent, je fais des cocktails. Alors, je fais plutôt des mocktails parce que je suis pas super tolérante à l'alcool ou j'y suis plutôt sensible. Donc, voilà. Mais quand il s'agit de proposer une boisson, je vais plutôt faire un mocktail que poser une bouteille de jus d'orange sur la table parce qu'effectivement, ça fait festif. Et toujours pour ce qui concerne les représentations et la symbolique, je suis retournée voir du côté du sens des désirs alimentaires du docteur Olivier Soulier ce qu'il disait de l'alcool. Et il disait que l'alcool, c'est un libérateur émotionnel. Donc chez quelqu'un qui va chercher l'alcool, il y a un besoin
de libération émotionnelle. Alors, pas chercher l'alcool juste aux occasions festives, mais quelqu'un qui va être vraiment très attiré par l'alcool. Il dit que l'alcool, c'est partir d'un fruit ou d'une substance qui va se transformer pour faire passer de la dépendance émotionnelle à l'esprit. À l'esprit, c'est-à-dire à l'essence des choses. C'est pour ça qu'on parle de spiritueux. Voilà, en tout cas, en termes de symbolique, il fait le lien avec les spiritueux. Donc on va aller vers l'essence même des choses, et quand il parle du vin, il va rappeler l'expression in vino veritas, la vérité est dans le vin, on retourne à cette essence. Et il dit aussi que l'alcool libère, c'est l'aliment des personnes qui souffrent de se sentir dominées, soumis ou esclaves. Donc il y a une quête de liberté qu'on peut retrouver quand on va regarder l'histoire des personnes qui se tournent vers l'alcool. Et alors on a les personnes qui se tournent vers l'alcool, mais on peut faire ça avec une bête bouteille de whisky. Et puis il y a les personnes où c'est rentré dans l'histoire qu'elles ont des cocktails associés. Exactement. Donc il y a quand je suis très 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 attirée par l'alcool, il peut y avoir une dimension psychanalytique, psychologique, etc. évidemment. Et puis on peut aller regarder un petit peu du côté des alcools qui sont connus et qui nous ramènent à la grande histoire pour le coup. Alors j'en profite tout de suite pour faire une distinction entre ce qu'on appelle les short drinks et les long drinks. Dans un short, il y a la majorité des ingrédients sont des alcools. Voilà. Alors que dans un long drink, il y a de l'alcool et des ingrédients non alcoolisés. On va le voir avec la pina colada, par exemple. Alors, je suis allée chercher quelques origines de cocktails super connus, en commençant par le Mojito, qui est probablement un des plus populaires aujourd'hui, et un de mes préférés également. Donc le Mojito est d'origine cubaine, il est fait avec du rhum, de la menthe et du citron, et à l'origine, le citron aurait été ajouté au rhum pour lutter contre la carence en vitamine C, la maladie qu'on appelle le scorbut, qui est une maladie mortelle qui touchait les navigateurs. Donc on a ici une origine médicinale a priori, ce cocktail. Pourquoi n'ont-ils pas bu du pur jus de citron? Je ne sais pas te dire. Ou pourquoi n'ont-ils pas coupé avec de l'eau? Je ne sais pas te dire non plus. Je me doute un peu, mais voilà. Ils traversaient quand même des océans, donc la dépendance émotionnelle devait être un peu forte. Le jus de citron n'aurait peut-être pas suffi. C'est pas faux. Donc en fait, c'est le jus de citron qui est ajouté au rhum, c'est pas le rhum qui est ajouté au jus de citron. Bon, d'après l'histoire. Alors, on a aussi le Bloody Mary, qui lui est fait à base de vodka, de jus de tomate et de piment, donc un mélange bien punchy, qui a été créé au début du XXe siècle. Et l'hypothèse, c'est que le nom lui aurait été donné en référence à Marie Ier d'Angleterre, surnommée la Sanglante, à cause des persécutions qu'elle a menées contre les protestants. Nous avons le gin tonic, qui lui aussi est très connu, et on va lire sur le site laliste.net que les soldats britanniques envoyés en Inde au XVIIIe siècle souffraient des piqûres de moustiques qui étaient vecteurs de maladies. À la même époque, on a découvert l'eau tonique. Le goût amer de l'eau tonique est dû à la quinine, qui est un antipaludisme naturel. Donc, les soldats en buvaient pour prévenir la maladie, et elle a été mélangée à du gin pour rendre l'amertume plus supportable. Oui. Peut-être que la quinine était même un peu plus mauvaise que le jus de citron, on peut se dire. Donc on revient quand même à des dimensions médicinales. Voilà, absolument. Donc le gin tonic et le mojito typiquement ont des origines médicinales. La margarita n'en a pas. Elle est faite à base de tequila, de jus de citron vert, de liqueur d'orange, et petite particularité, les bords du verre sont givrés avec du sel. Alors ce serait possiblement une version du cocktail Daisy dans lequel le brandy est remplacé par de la tequila durant la Prohibition, une période où les Américains ont ouvert des bars au Mexique et au Canada dans les zones frontalières. C'est un cocktail qui a été popularisé dans les années 40, et la légende raconte qu'un barman mexicain qui s'appelait Carlos Orozco aurait créé pour Margarita Henkel, la fille de l'ambassadeur allemand à Ensenada, ce cocktail. Mais ce n'est qu'une des légendes, parce qu'on peut lire aussi qu'il aurait été inventé pour une soirée par ou pour Margaret Sames, une riche américaine en vacances à Acapulco en 1948. Je recommence parce que j'ai honte de ma prononciation. Acapulco. Nous dérivons vers la pina colada qui, elle, est faite à base de rhum, de lait de coco et de jus d'ananas, une splendeur, soit dit en passant, et qui aurait été créée pour Don Ramon Lopez, un homme d'affaires, compagnie Coco Lopez, qui raffolait du lait de coco. N'est-ce pas? Nous terminons avec le Manhattan, qui lui est un short drink, puisqu'il est fait essentiellement à base d'alcool, comme le whisky, le vermouth et la mer. Et le nom serait dû au Manhattan Club de New York, où il serait né en 1874. Une légende raconte que la mère de Winston Churchill aurait été témoin de la création inédite de ce cocktail. C'est beau l'histoire, on peut tout expliquer avec.
Alors, on a quand même parlé en introduction des mocktails. Là, Oui. dans ce que tu nous dis de ces boissons historiques, elles sont quand même beaucoup à base d'alcool. Mais comme tu l'as dit, l'alcool se buvant avec modération et on n'en a pas forcément toujours envie, il y a quand même des alternatives. Absolument, parmi lesquels mon préféré, le Virgin Mojito. Sans surprise. Voilà, n'est-ce pas? Donc, où on peut utiliser par exemple comme base une limonade et de la menthe. Moi, j'aime bien les versions très peu sucrées. Donc, j'utilise une eau gazeuse que je vais sucrer juste à mon goût en pilant le sucre avec de la menthe fraîche et j'y ajoute du citron pressé et du zeste de citron pour puncher un petit peu le tout. Alors, il y a une autre boisson que j'adore que j'appelle la Pink Lemonade et que je fais beaucoup à mes ateliers de cuisine aphrodisiaque où je vais associer de l'eau gazeuse, du sucre, de la pulpe de framboise, du jus de citron et de l'eau de rose pour faire quelque chose de très romantique. C'est beau. N'est-ce pas? D'autres encore à Mais la bien liste sûr. Alors, j'ai découvert récemment un mocktail façon Agua de Valencia à base de jus d'orange, d'eau gazeuse et d'eau de fleurs d'oranger et c'était assurément le cocktail de mon été. Et puis, je vous recommande un livre qui s'appelle Mocktail de Caroline Wang. On va trouver énormément de super recettes dedans. Et je vous cite 2 associations que je trouve juste merveilleuses. Son pétillant cerise cardamome. On retrouvons notre revient à la cardamome. chronique de la cardamome. Qui ira très bien avec la cerise, on en profite pour le préciser, où elle va associer de la gelée de cerise avec de la crème fraîche épaisse, et là on sait déjà que ça va être sublime, du jus de citron, du sirop de cardamome et de l'eau gazeuse pour alléger un petit peu la chose, ou alors son élixir d'automne. Tu disais que pour la saison, ça allait faire du Mais bien. oui, c'est vrai. Et ben pourquoi pas, où elle associe du soda gingembre, du sirop 4 épices, de la purée de courge et de la muscade fraîche. Ça alors. N'est-ce pas? Eh bien écoute, tu ouvres un champ des possibles au mocktail incroyable. Je pense que d'ici la prochaine chronique, je pourrais essayer 2-3 choses. Merci beaucoup Anne. Mais avec bonheur, et merci pour toi pour ces propositions stimulantes. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.